mes chers amis, nous abordons aujourd'hui le chapitre 4. Alors, je tiens à faire remarquer encore une fois, pour la énième fois, que ces vidéos sont à moitié improvisées. J'essaye d'aller à l'essentiel. Évidemment, si vous relisez la philosophie de la liberté, vous aurez de quoi faire vous-même à peu près 600 ou 2000 vidéos. Ceci étant dit, nous avons vu que la pensée et l'observation sont les deux mamelles de la connaissance. La pensée engendre les concepts et l'observation nous met en face des phénomènes ou des percepts. Je vous montre un petit schéma qui vous fera comprendre ceci tout simplement. Donc, la pensée donne naissance à des concepts et à des idées. Le mot idée, on l'a déjà utilisé souvent. C'est le moment de savoir un peu plus ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'un concept? Personne ne peut le lire. On peut simplement faire remarquer à quelqu'un qu'il a des concepts. Lorsque je regarde une pomme, ma pensée réagit à cette observation. Observation, pensée, selon ma nature. La nature humaine est ainsi faite. Elle voit une chose, sa pensée s'active. Le moi s'active au travers de la pensée, réagit. Et, suite à l'observation, il se crée à l'intérieur de l'être humain un pendant idéal, une idée, un concept. Lorsque l'objet disparaît, lorsque je mange la pomme, ou que je la mets à la poubelle, ou que je la donne à quelqu'un, ou que je me retourne, il reste à l'intérieur de moi le pendant idéal. C'est le concept. Mais les concepts ne sont pas isolés les uns des autres, ils ne sont pas comme des petits points dans l'univers. Ils se réunissent et forment des communautés de concepts. C'est ce qu'on appelle une idée. Alors on peut penser aux étoiles dans le ciel qui sont toutes séparées, mais on peut les réunir en constellations, comme le sont les idées, qui sont un ensemble de concepts. Mais les idées ne sont pas arbitraires. Les concepts s'unissent par affinité. Par exemple, on peut avoir toute une série de concepts concernant le mot table, l'objet table, et tous ces concepts se réunissant forment une idée de la table. Toutes les tables sont en fait contenues. Toutes les tables de toute forme, de toute couleur, de toute dimension sont contenues dans l'idée table. Steiner donne un exemple, il parle de l'organisme relié à l'évolution régulière, à la croissance. Tous les concepts isolés se rassemblent en un système conceptuel total, en lequel chacun d'eux occupe une place déterminée. Les idées ne diffèrent pas essentiellement en essence, donc, des concepts. C'est simplement comme si les concepts étaient plus saturés. Une idée, c'est quelque chose de plus saturé, plus riche, plus ample. Et dans la vie, si vous voulez, nous accumulons des concepts tout au long de notre existence. Et plus nous accumulons de concepts par l'étude, par l'observation, au plus notre vie s'enrichit. Actuellement, vous êtes occupé à avoir un solide compte en banque avec toutes les nouvelles idées qui parviennent à travers ces vidéos. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce au livre La philosophie de la liberté, chapitre 4. La lumière qui apparaît sur l'écran, vous voyez que la pensée donne naissance à des concepts et aussi, comme nous l'avons vu, à des idées. C'est le moment peut-être d'étudier une distinction qui est importante, qui est la distinction entre l'intellect et la raison. L'intellect, en gros, tout le monde sait ce que c'est. C'est ce qu'on enseigne à l'école. L'intellect forme des concepts. C'est un des deux pans de la pensée. D'un côté l'intellect, de l'autre côté la raison. L'intellect forme des concepts séparés. Lisez le conte du petit tailleur,
le conte de Grimm, le vaillant petit tailleur. On divise, on découpe le monde en petits bouts, en petits morceaux. La table, la pomme, la chaise, etc., etc. C'est le rôle de l'intellect. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la raison. Et ça, beaucoup moins de gens connaissent ce terme. Parce qu'en fait, la raison, c'est un peu l'inverse de l'intellect. La raison rassemble les concepts en une unité ordonnée, organique, vivante, en un tout. Donc ces deux activités sont présentes dans la pensée. Elles se complètent mutuellement. Il faut séparer, puis il faut réunir. Séparer, puis il faut réunir. Lorsque j'observe un arbre, je regarde les feuilles, la forme des feuilles, la forme des fleurs, les fruits, le tronc, l'écorce, la forme générale de l'arbre, etc., les racines, l'environnement. Ça, c'est le rôle de l'intellect. Mais pour avoir une idée globale de l'arbre, je dois faire appel à la raison, qui donne un sens à toutes ces parties séparées et les unit de façon harmonieuse, de façon harmonique et non pas du tout arbitraire. C'est le rôle de la raison. Je le dis, je le redis, je le redis. On continue. Je vous ai déjà parlé du fait que la philosophie de la liberté n'est pas seulement un livre à lire ou à étudier et à poser sur sa table de chevet à côté de son lit, c'est aussi un livre à expérimenter. Il suffit de prendre 3 lignes de la philosophie de la liberté et vous avez de la nourriture pour 1 mois de méditation, de contemplation, de concentration. C'est comme vous le voulez. Alors, au sujet de la différence entre le concept et l'idée, je tiens tout de même à souligner que c'est une idée, oui, une idée extrêmement importante, plus importante qu'on ne le pense. Je veux dire par là, lorsque vous arrivez à vous former une idée d'un objet le plus simple, prenons une table par exemple, vous pouvez associer toute une série de concepts à une table. Sa couleur, sa hauteur, sa grandeur, sa forme. Vous pouvez penser à toutes les tables que vous voulez, des rondes, des carrés, hexagonales, des petites, des basses, des hautes. Vous pouvez commencer à associer d'autres concepts. Le roi Arthur, la table ronde, la table du monde à laquelle nous sommes tous conviés, la table où on attend l'invité, la table avec la chaise vide de quelqu'un qui a disparu. À un certain moment, vous aurez devant vous une idée que vous vous êtes formé intérieurement de cette table, et cette idée dépasse très largement ce qu'on pense généralement en prononçant le mot table. En fait, avec les idées et leurs concepts qui s'associent harmonieusement, le monde prend un nouveau sens. La table n'est plus simplement la table de la cuisine ou la table du salon, elle devient la table. Et vous ne verrez plus le monde tel que vous le voyez aujourd'hui. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vous propose une petite devinette. Regardez bien l'image suivante. Oui, c'est un éléphant et autour de cet éléphant, il y a des personnages. Et chaque personnage touche une partie de l'éléphant. J'en vois un à droite qui touche la queue de l'éléphant et qui pense, tiens, voilà un serpent. J'en vois un autre qui prend une des pattes de l'éléphant dans ses bras et qui pense, tiens, voilà un tronc d'arbre. Un autre encore qui touche l'éléphant et qui dit un mur. Un autre qui touche la trompe, etc., etc. Chacun d'eux se forme un concept de ce qu'il observe. C'est la pensée conceptuelle. Je regardais l'image.
comme vous. Mais il est évident maintenant que si ces personnages font 10 pas en arrière, quelle stupéfaction n'est pas la leur lorsqu'ils constatent qu'en fait il s'agissait d'un éléphant. Ils se trouvent face à l'idée. Vous voyez la différence entre le concept ? Le concept n'est pas faux en soi, il nous mène dans une certaine direction. Assemblez tous les concepts, prenez du recul, apparaît l'idée générale, le tout. Attention, Steiner dit, le concept ne saurait être tiré de l'observation. Ce qui veut dire en fait qu'on peut très bien observer pendant 10 heures un arbre, n'en sortira aucun concept. Pour qu'un concept apparaisse, il faut que le moi active la pensée. Un philosophe qui est actuellement très lu, Spencer, décrit comme suit le processus spirituel qui s'accomplit en nous lors d'une observation. Lorsque par une journée de septembre, en nous promenant dans les champs, on entend un bruit, on voit l'herbe bouger, nous allons voir de plus près, je schématise, à notre approche, une perdrix s'envole du fossé, etc., etc. Une perdrix s'envole du fossé et dès lors notre curiosité est satisfaite. Nous avons ce que nous appelons l'explication du phénomène. Cette explication s'obtient comme suit. Nous avons observé d'innombrables fois dans la vie que des perturbations survenant dans la position des corps de petite taille sont accompagnées du mouvement des corps plus grands qui se trouvent parmi eux, et parce que nous avons généralisé ce rapport entre ces perturbations et ce mouvement, nous trouvons que la perturbation particulière dont il s'agit ici est expliquée dès qu'elle se révèle comme un cas spécial de notre généralisation. Ping. Donc il suffit d'observer 2000 fois l'affaire et tout est dans le sac. Mais, dit Steiner, à l'examiner de plus près, la chose se passe tout autrement que Spencer ne le décrit. Et voici le schéma que je vous propose. À l'examiner de plus près, la chose se passe tout autrement que Spencer ne le décrit. Lorsque j'entends un bruit, je cherche tout d'abord le concept correspondant à cette observation. Donc, observation, la pensée s'active, je cherche le concept. Et c'est ce concept qui m'invite à dépasser mon observation. Celui qui ne réfléchit pas entend le bruit et se trouve satisfait. Mais grâce à la réflexion, je sais qu'il faut voir en ce bruit un effet de quelque chose. Et là, je passe comme un seuil. C'est seulement lorsque j'ai uni le concept d'effet à celui de mon observation que je me sens porté à dépasser cette observation et en chercher la cause. L'effet cause. Le concept d'effet appelant celui de cause, je me mets à chercher l'objet cause et je trouve la perdrix. Or, ces concepts d'effet et de cause, je ne puis aucunement les avoir tirés de la simple observation, fût-elle étendue à des milliers de cas. L'observation suscite la pensée, mais c'est seulement cette dernière qui nous apprend à relier nos expériences les unes aux autres. Lorsqu'on exige d'une science strictement objective qu'elle ne puisse se donner qu'à l'observation, on exige en même temps qu'elle renonce à toute pensée, car cette dernière, la pensée, tend de par sa nature à dépasser les résultats de l'observation. Dernière petite remarque concernant le schéma que je vous ai proposé. Vous avez vu au-dessus deux ronds, concept cause, concept effet. Si je trace une ligne horizontale en dessous de ces deux cercles, en dessous j'ai deux percepts. C'est le monde des sens et au-dessus vous avez le monde de l'esprit. Donc
Je dois faire un aller-retour entre le monde des sens et le monde de l'esprit pour compléter mon cercle, ou nous le verrons bientôt, ce qui est plutôt une lemniscate. Je parle encore des concepts et des idées. Regardez le ciel étoilé, ces milliards d'étoiles, comme autant de concepts, isolés les uns des autres? Non, elles peuvent se regrouper en idées. Et tout à coup, dans le ciel, apparaissent des constellations de concepts qui forment des idées. L'idée du taureau, l'idée du sagittaire. Le ciel s'illumine. Je ne sais pas si vous avez déjà senti à ce stade-ci de notre étude, on a tellement parlé de la pensée qu'elle commence à s'illuminer d'elle-même à l'intérieur de nous. C'est ce que je vous souhaite. Alléluia ou Amen, c'est comme vous voulez. Et donc maintenant vient le moment où il faut transposer notre étude de la pensée à l'être qui pense, c'est-à-dire moi. Où est-ce que je me situe, moi? Alors je vais vous montrer un schéma. Et j'espère que vous allez sauter en l'air, parce que moi, quand j'ai vu ce schéma, quand j'ai compris cette chose-là, tout à coup, j'ai trouvé ma place dans l'univers. Contemplation, méditation, concentration. Il y a deux pans. Un côté, la pensée, avec les concepts. De l'autre côté, l'observation, avec les percepts. Si vous tracez une ligne au milieu, la ligne au milieu, au croisement, apparaît le moi humain. Car c'est par ce dernier que la pensée est reliée à l'observation. Mon moi se situe là, entre la pensée et l'observation, et c'est lui qui les relie. La conscience humaine, alléluia, amen, comme vous voulez, c'est la première fois que je lis une définition de la conscience humaine qui est pertinente. La conscience humaine est le champ sur lequel se rencontrent concept et observation et sur lequel ils se rattachent l'un à l'autre. Et quand il dit ils se rattachent l'un à l'autre, ce n'est pas arbitrairement. Ceci est en même temps la caractéristique de cette conscience humaine. Elle est la médiatrice entre la pensée et l'observation. Waouh! Je vous montre le schéma, mais je continue à parler en même temps. Donc au centre du schéma, vous avez la conscience, qui est la médiatrice entre la pensée et l'observation. Tant qu'il observe les objets, l'homme aperçoit ces objets comme donnés. C'est le donné, ils sont là, en face de nous. Lorsqu'il pense, il s'aperçoit lui-même comme une activité. Il considère donc d'une part le monde des objets, de l'autre son sujet pensant. C'est parce qu'il dirige sa pensée sur les données de son observation qu'il a la conscience des objets. Et c'est parce qu'il la dirige sur lui-même qu'il a la conscience de lui-même ou conscience du moi. Et qui détermine que je suis un moi? Alléluia à nouveau, c'est la pensée. Je suis moi par la grâce de la pensée. La pensée, on peut le voir maintenant, est une activité universelle à laquelle nous participons. Ce n'est pas le sujet qui se pose en tant que sujet. Ce n'est pas moi qui me pose en tant que moi. C'est par un don de la pensée. Je pense qu'il est bien de lire l'évangile du Logos, l'évangile de Saint Jean. Il y a de quoi méditer là-dessus. La pensée traverse tout. C'est elle qui me définit en tant que sujet. Et elle définit le monde en tant qu'objet. Elle est plus haute que tout. Elle plane au-dessus de tout.
et mon moi est un don de la pensée. Je ne sais pas comment dire, je ne trouve plus vraiment les mots. C'est pour ça que je vais laisser les choses comme elles sont là. Faites une lemniscate à travers le schéma et continuellement nous pensons de l'observation aux pensées, aux concepts, aux idées, etc. Au centre, vous avez la conscience. La conscience, c'est le champ médiateur entre l'observation et la pensée. Et c'est là que je m'inscris en tant que moi dans cette activité continuelle. Je sais, là, je suis occupé à rêver en même temps que je vous parle et comme je suis tout seul en face de cet écran. Pour moi, ça a été la découverte la plus importante de ma vie quand j'ai compris où je me situais. Et tout à coup, la pensée, quelque part, j'ai dû la considérer comme un être. Je suis de même nature que la pensée, comme un logos. Et je participe au logos. Méditation sans fin. Passez une excellente nuit. Je continue. Je n'ai aucunement le droit de dire que mon sujet individuel pense, mais bien plutôt qu'il existe grâce à la pensée. Je suis un don de la pensée. Celle-ci est, pour ainsi dire, un élément qui m'entraîne au-delà de mon moi et me relie aux objets. Et elle m'a séparé d'eux du même coup. La pensée sépare et unit intellect, raison, en m'opposant à eux sous l'aspect du sujet. C'est là-dessus que se fonde la double nature de l'homme. Par la pensée, il s'embrasse lui-même ainsi que tout l'univers, mais en même temps, l'acte de penser le détermine lui-même en face de cet univers dans son rôle d'individu. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Que devient, dans ce schéma, l'objet de l'observation?